Bonjour Raphaël Glucksmann. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député européen. Vous connaissez l'Ukraine. Vous connaissez sans doute d'ailleurs cette frontière. Vous avez sans doute aussi des contacts avec des Ukrainiens. Comment évaluez-vous la situation ce matin? Extrêmement grave à Kharkov, très dangereuse. Qui est une des villes qui a est la été deuxième particulièrement attaquée bien sûr, par c'est les la Russes deuxième ville ces dernières d'Ukraine, heures. qui est d'ailleurs une ville russophone et qui résiste depuis le début de l'invasion. Ce sont des amis à moi qui m'ont expliqué qu'ils avaient dû prendre les armes. Il y en a un qui est graphiste, l'autre qui est DJ. Et tout d'un coup, ils se retrouvent plongés dans la guerre. Et il y en a un qui me disait, mais j'ai mon arme, mais je ne sais pas si je pourrais tirer. Je ne sais pas faire. Et donc, il y a comme ça un pays, une nation qui vivait quasiment comme nous, même comme nous, il y a encore une semaine, et où les étudiants sont devenus tout d'un coup des résistants, des militaires. Et donc, c'est extrêmement dangereux, violent. Désormais, les troupes russes visent les quartiers civils. Et on ne sait pas ce qui peut se passer sur le terrain. Mais ce qui est sidérant, en fait, c'est la capacité de résistance des Ukrainiens. Et ça, ni les Russes, ni les Américains ne l'avaient prévu. Alors, Kiev n'est pas tombé. On est à 6 jours maintenant du début de l'offensive. Ce matin, on l'a beaucoup dit sur LCI, il y a des colonnes de blindés qui sont à 60 km de la capitale. L'épreuve décisive semble inévitable. Je vous dis ça parce que justement, depuis plusieurs jours, on dit Poutine fait face à une résistance inattendue. Est-ce que ça n'était pas un peu illusoire? La résistance, elle existe. Mais le fait que les troupes russes soient arrêtées, est-ce que ce n'était pas illusoire? Est-ce qu'il n'a pas retenu son bras et maintenant il va passer à la vitesse supérieure? Il espérait pouvoir gagner très rapidement. Et il a une lecture catastrophique en fait de l'Ukraine. Il ne comprend plus cette nation. Vous savez, pendant très longtemps, la Russie et l'Ukraine ont été liées au sein de l'URSS et avant de l'Empire russe. Mais depuis 10 ans, ce qui s'est passé, c'est l'émergence d'un État, l'émergence d'une nation. En 2014, quand il a annexé la Crimée et qu'il a occupé le Donbass, eh bien, il n'y avait pas d'armée ukrainienne. Ça n'existait pas. Et la nation ukrainienne était en formation. Et aujourd'hui, eh bien, vous avez des gens qui résistent à une force militaire incroyablement supérieure. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à l'escalade. Il va faire ce qu'il a fait partout, ce qu'il a fait à Grozny, ce qu'il a fait à Alep. C'est-à-dire qu'il va... Il peut raser Kiev comme il a rasé Grozny? Je ne pense pas qu'il puisse aujourd'hui raser Kiev comme il a rasé Grozny, mais il va essayer d'avancer coûte que coûte. Coûte que coûte. Et aujourd'hui, ce qui se passe à Kharkov, c'est vraiment le début. La ville est principalement détruite, c'est vrai. Il l'a fait, mais donc, il est le maître des horloges sur le terrain. Je ne sais pas s'il est le maître des horloges sur le terrain. Je pense que tout dépend, en fait, d'abord de la résistance ukrainienne et ensuite, nous, de notre action. Parce que ce qu'il n'avait pas prévu, c'est la résistance ukrainienne, mais il n'avait pas prévu non plus, du tout, l'émergence de l'Europe comme acteur géopolitique. Alors, ça, on va en parler parce que... Et ça, c'est quelque chose qui était impossible pour lui à imaginer, parce que ça fait 20 ans qu'il s'enfonce dans l'Europe comme dans du beurre. Ça fait 20 ans qu'il n'y a pas de résistance à ces offensives. Et là, pour la première fois, il y a une résistance. Il y a l'affirmation de l'Europe comme un acteur, y compris sur le plan de la défense, ce qui était quelque chose d'inconcevable encore il y a quelques jours. Vous savez, le fait qu'il y ait un fonds européen commun qui serve à financer l'achat d'armes pour la résistance ukrainienne. 450 millions étaient débloqués. C'est quelque chose qui était impossible. Mais vous-même, vous n'y croyez pas, parce qu'il y a quelques jours, vous disiez encore Poutine, il ira le plus loin possible. Je crois que votre phrase, c'est il ira aussi loin qu'on lui permettra d'aller. Vous constatez, c'est peut-être une fierté d'ailleurs en tant que député européen, vous constatez que l'Europe est tous azimuts, financièrement, culturellement, sportivement, etc. Le tribunal international qui se saisit, etc. L'Europe a une réaction qui est exceptionnelle, vous diriez? Le combat de ma vie, c'est l'émergence de cette Europe politique, de cette Europe géopolitique, notre capacité à enfin faire preuve de fermeté et de volonté commune de résistance. Et quand j'alertais les dirigeants européens sur le risque représenté par Vladimir Poutine, il y avait une forme de sourire narquois. Ils étaient incapables d'imaginer, en fait, être plongés dans cette situation. Il y avait ce mythe de la fin de l'histoire qui dominait dans les chancelleries occidentales et en particulier en Europe. Et tout d'un coup, une page se tourne et confrontés à l'agression, confrontés aussi à la résistance des Ukrainiens, les Européens sont obligés de se ressaisir. Et il y a cette prise de conscience que si on n'arrête pas Poutine en Ukraine, il faut que les gens comprennent. En fait, nous ne connaîtrons plus la paix en Europe.
On évoque, je voudrais revenir à Kiev, on évoque la présence de mercenaires de Wagner, de la milice Wagner qu'on a vue à l'œuvre et qui exécute les basses œuvres de Poutine de façon tout à fait illégale. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque que Poutine, via Wagner, fasse assassiner Zelensky? Le but est clairement d'assassiner Zelensky. C'est le but, pas l'arrêter, le produire devant des tribunaux, l'assassiner. Depuis le début, le but c'est de décapiter l'État ukrainien. Et là, vous avez un ancien acteur de série comique qui, tout d'un coup, se hisse dans une dimension que personne ne pouvait soupçonner. Vous le connaissiez ? De figure tragique de l'histoire. Non, je ne le connaissais pas. Et c'est pour Poutine un cauchemar. Et donc, il va vouloir l'éliminer. Mais vous avez parlé de Wagner, c'est très intéressant. Ça fait des années qu'on alerte sur Wagner. Vous savez, moi, je préside la commission spéciale sur les ingérences étrangères en Europe. Vous avez un groupe de mercenaires dont le but principal est de lutter contre les intérêts de la France. Je tiens à vous le dire, c'est leur présence en Centrafrique, au Mali. Tout ça, à chaque fois, est dans la confrontation avec la France. Et on a laissé faire, on a laissé développer ce cancer. Et donc là, on se retrouve, oui, avec sur le terrain Wagner, avec sur le terrain les mercenaires, les soldats, les criminels de guerre, les criminels contre l'humanité d'ailleurs, de Ramzan Kadyrov. On a vraiment un concentré de forces dramatiquement hostiles à tous nos principes et nos intérêts. Et donc, il faut que ces forces-là perdent. Est-ce que Poutine peut perdre la guerre? Est-ce qu'il peut perdre cette guerre? Vous voyez comme il avance là. Bien sûr. Mais jusque-là, il a retenu un peu son bras, mais maintenant il y va. Il faut qu'il paye un prix tellement élevé à cette agression qu'il soit obligé de négocier, mais pas de négocier pour gagner du temps, qu'il soit obligé de prendre au sérieux nos mots quand on lui parle. Il faut comprendre que dès maintenant, la Russie, via la porte-parole du ministre des Affaires étrangères, Lavrov, menace la Suède et la Finlande, 2 pays membres de l'Union européenne. Et que donc cette prise de conscience à laquelle vous appelez depuis des années, on y est. À l'instant, Bruno Le Maire dit que la France et l'Europe vont provoquer l'effondrement de l'économie russe. Par exemple, ça, c'est quand même une arme, comme on disait, une arme massive. Bien sûr, mais vous savez, pas loin d'ici, M. Peskov, porte-parole de Poutine, possède toujours des appartements dans le 8e arrondissement de Paris. Les sanctions, elles ne sont pas encore mises en acte. Mais ça, franchement, quand vous disiez Poutine, il faut supprimer ses avoirs, mais Poutine, vous pensez vraiment que ça lui importe de savoir que son argent est bloqué alors qu'il mène une guerre en Russie? Je ne pense pas du tout que ça lui importe personnellement. Ouais. Mais ce que je sais, c'est que le régime russe est un système qui mêle une idéologie ultranationaliste et guerrière et un gang d'affairistes et de kleptocrates. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est le frapper tellement fort, ce gang, qu'une discussion, qu'une sédition a lieu à l'intérieur du régime russe. Et ça, c'est possible de l'obtenir. À l'intérieur du régime russe, c'est-à-dire dans l'armée, dans le gouvernement? Chez tous ces oligarques, chez tous ces gens qui ont fait des milliards, il faut leur prendre leur argent. Ce n'est pas la Corée du Nord. Ce sont des gens qui ont des yachts, qui ont des villas, qui ont des chalets à Courchevel. Ce sont des gens qui ont bénéficié, tout en finançant la guerre contre ce qu'ils appellent la décadence européenne, qui bénéficiaient de la vie joyeuse de l'Europe. Il faut frapper ces gens-là. Il faut les pourchasser, mais il faut le faire avec sérieux, avec méthode. Il faut que nous arrivions à enquêter. Pourquoi méthode ? Parce qu'aujourd'hui, si on sanctionne juste un oligarque, tous ces biens sont possédés via des prête-noms. Et donc, il faut faire des enquêtes et il faut que ça débouche sur des saisines. Donc, il faut comprendre que la prise de conscience actuelle doit durer, qu'elle doit devenir une politique, qu'on soit enfin sérieux. Alors, je vous en prie, encore quelques questions en quelques minutes. D'abord, les livraisons d'armes, vous aviez dit qu'il faut livrer des armes défensives. On voit que 8 des 18 Européens qui vont livrer des armes, ce sont des armes offensives, comme on dit, des armes létales. C'est nécessaire. Certains disent c'est pas une bonne idée, c'est une fausse bonne idée. Elles seront récupérées par les Russes, comme on l'a vu sur d'autres terrains de guerre. Elisabeth Mathieu, toutes les armes défensives offensives sont létales. C'est le principe même. Mais donc il faut, bien sûr, il faut aider la résistance ukrainienne. Personne ne pense une seule seconde que l'Ukraine va utiliser ses armes pour envahir la Russie. Adrien Quatennens, juste avant vous, disait non, c'est pas le moyen, il faut négocier, c'est pas la peine d'armer la guerre. Elle l'est déjà suffisamment. Mais ça, c'est une vieille rhétorique dont on a vu les résultats à travers l'histoire. Pour arrêter la guerre, il faut infliger un coup à ceux qui la font, à ceux qui la déclenchent, à ceux qui envahissent les pays voisins.
pour arrêter la guerre, il faut renforcer ceux qui résistent à l'agression fasciste. C'est comme ça qu'on arrête les guerres. C'est pas simplement en faisant des négociations. Et je vais vous dire pourquoi, juste une chose. C'est qu'en fait, un dialogue avec Poutine, ça fait 20 ans qu'on tient ce dialogue. Et que la seule raison pour laquelle il ne nous écoute pas, c'est parce qu'il pense que nos mots n'ont aucun poids. Et donc, il va falloir donner du poids à nos mots. Et c'est précisément ce que l'Union européenne est en train de faire pour la première fois, sans doute, dans toute son existence. On a enfin une Union qui cesse d'être simplement un marché. C'est une révolution copernicienne de l'Europe. C'est une révolution mentale, c'est une révolution politique, c'est une révolution géopolitique. En 6 jours, l'Europe a plus changé qu'en de dizaines d'années. C'est ce que vous dites ce matin. Bien sûr, on cesse d'être simplement un marché. On devient un acteur géopolitique global. Vous avez noté ou pas à quel point l'Union européenne, désormais von der Leyen, on a l'impression, la présidente de la Commission, eh bien qu'elle parle plus haut, plus fort que le président des États-Unis. C'est l'Union européenne qui est en première ligne. C'est pas Washington. C'est la prudence de Biden aussi qui donne les moyens à l'Europe d'exister parce que le monde dominé par Washington, c'est fini. Et désormais, si on veut assurer notre sécurité, il faut arrêter de compter simplement sur les États-Unis. Il faut la prendre en main nous-mêmes, notre sécurité. Et pour la première fois, c'est ce que nous sommes en train de faire. Encore une question. Vous l'avez vu, on va peut-être voir la photo d'ailleurs. Zelensky, dont on parlait tout à l'heure, qui a posé avec la photo officielle de la demande d'intégration à l'Union européenne le plus vite possible. Qu'est-ce que vous dites aux pays européens? On va voter. L'Europe est divisée. On va voter au Parlement européen dans quelques heures sur cette résolution. Là, je vais partir à Bruxelles pour aller voter et participer au débat. Et nous allons voter pour demander très clairement au Conseil européen de donner à l'Ukraine le statut d'État candidat. Ça ne veut pas dire que l'Ukraine va... Oui, ça ne veut pas dire que l'Ukraine va devenir membre demain. Il y a un cahier des charges, il faut des réformes, il faut des changements en Ukraine. Mais ce qu'on va dire pour la première fois, et on représente la volonté générale des Européens, c'est que l'Ukraine sera membre de l'Union européenne. Il y a une Europe, vous partez à Bruxelles, vous êtes élu depuis 2019. C'est pas la même Europe que vous rejoignez tout à l'heure à Strasbourg. Non, c'est une Europe qui a pris conscience que l'histoire était tragique et que désormais toute faiblesse face à l'agression serait un encouragement à la violence. C'est une Europe qui a conscience que ce qui se décide là, dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, c'est finalement notre avenir pour 20, 30 ans. Est-ce qu'on peut tolérer qu'un tyran plonge notre continent en constance dans le conflit, la guerre, l'agression, ou est-ce qu'on va trouver en nous la force de lui mettre un stop? C'est maintenant que ça se décide. Toute dernière question. Emmanuel Macron parle à Poutine, encore hier, bientôt à nouveau. Il a raison. Moi, j'ai jamais été contre parler à Poutine. Ce qu'il faut, c'est simplement parler en position de force. Jusqu'ici, on parlait en position de faiblesse. Aujourd'hui, on a des arguments pour montrer à Vladimir Poutine que nous ne sommes pas si faibles, que nous ne sommes pas si impuissants et qu'il aurait tort de sous-estimer l'Europe. Il faut qu'on soit à nouveau fiers de ce qu'on est. Il faut qu'on comprenne qu'en fait, on est le premier marché du monde. On est le continent le plus riche, potentiellement le plus puissant du monde. Il faut qu'on l'assume. Il faut qu'on arrête de se cacher derrière notre petit doigt. Et il faut qu'enfin, l'Europe tienne son rang et son rôle dans l'histoire. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire maintenant. Voilà, un député européen satisfait de la tournure, mais comment le serait-il autrement? Extrêmement inquiet d'abord. Extrêmement inquiet de la situation sur le terrain. On va continuer d'en parler sur LCI toute la journée. Merci beaucoup, Merci à vous. Raphaël Glucksmann, d'avoir été notre invité ce matin.